Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes arrivés au 102e site-rep et nous sommes le 4 août. Et le bilan est encore une fois, c'est moins de violations par jour, mais alors peut-être moins aussi de munitions, mais pas nécessairement en proportion moins de dégâts et de victimes. Et de victimes, en plus avec des très très grosses variations. On montrera le diagramme des violations de la semaine. C'est-à-dire on oscille entre des jours où on est à 1 ou 3 et puis des jours où ça monte. Enfin, il y a eu un jour où ça est monté jusqu'à 11, quoi. Enfin, c'est complètement irrégulier, donc tu peux même pas compter sur un côté, on va dire, calme à long terme, hein, on va dire ça comme ça. Puisque du 28 juillet au 3 août, l'armée ukrainienne a violé cessez-le-feu en RPD à 27 reprises, donc moins que la semaine dernière, on était à 39, hein, durant lesquels elle a tiré quand même 69 obus de mortier de 120 et 82 mm, 183 tirs de véhicules de combat d'infanterie, auxquels il faut rajouter lance-roquettes, lance-grenades, armes légères, qui portent le total à 299 munitions tirées en une semaine. On est à moins que la semaine dernière, là aussi. Ces tirs ont touché 8 localités de la République. Il faut y rajouter 5 violations du cessez-le-feu et 96 munitions tirées durant les dernières 24 heures. Donc en 24 heures, on a tiré autant de munitions que pendant un tiers de la semaine. Quand je dis que c'est pas très régulier et que ça augure pas forcément d'un calme de long repos. C'est clair. Cette semaine, suite à ces tirs, 2 soldats de l'RPD sont morts et 2 autres ont été blessés à Sakhanka, je vais en parler un peu après. Et 11 habitations ont été endommagées à Gorlovka, Krutaya Balka. Alors Krutaya Balka, j'ai eu l'information aujourd'hui qu'une des maisons détruites, c'est la maison de la grand-mère qu'on avait aidé à réparer. Oh, la maison a complètement brûlé, il ne reste plus rien. Voilà. Elle a été rasée jusqu'aux fondations par les flammes. Bravo les mecs, merci beaucoup. Hein, je veux dire, c'est toujours génial. Ouais. Vous laissez une grand-mère, voilà, sans maison, c'est super. Monsieur Sakhanka, Leninskoye, Dokuchaïevsk, Minéral Noyer et Kominternovo. Moi, ça me dégoûte hein, quand même. Je veux dire, on s'était vraiment cassé la nénette pour faire réparer sa maison et elle a plus de maison. Donc, elle doit aller habiter chez son fils, mais voilà, c'est pas sa maison, quoi. Je veux dire, c'est pas pareil et c'est quand même scandaleux, quoi. Je veux dire. C'est des perfides, hein. C'est même plus perfide. C'est à germer. C'est à germer. Vraiment, là, c'est à vomir. Là, j'ai pas d'autres termes. Alors, pour ce qui est des soldats qui sont morts, en fait, ce qui se passait, c'est que donc, les soldats de l'armée de la RPD étaient en train de mener une action humanitaire dans la zone résidentielle de Sakhanka. Hein, donc, on s'est trouvé plusieurs fois au mois de juin. Et en fait, l'armée ukrainienne en a profité pour ouvrir le feu avec des mortiers. Bon, bien entendu, comme ils étaient en train de mener une action humanitaire, ils n'avaient ni leurs armes, ni leur protection, c'est-à-dire pas de gilet, pas de pare-balles et pas de casque. Donc je te laisse imaginer les dégâts, bien entendu. Hein, donc 2 morts, 2 blessés pour rappel. Donc ça fait bien. L'information a été communiquée le 31 juillet par le chef du service de presse de l'armée de la RPD, Daniel Bessonov. Un tir de mortier qui d'ailleurs a été corrigé à l'aide d'un drone de fabrication étrangère qui surveillait le village depuis un emplacement situé en dehors de la zone d'opération des systèmes de défense antiaérienne de la RPD. Donc ils n'ont pas pu le descendre, quoi. Ça devait pas être le petit drone... non, c'est pas les petits quadricoptères. Non, c'est pas les petits quadricoptères qui nous envoient habituellement. Donc ça vient d'ailleurs, ça. Donc ça vient certainement des pays de l'OTAN. Donc ça doit faire partie de l'aide militaire qui est apportée par l'Occident. C'est bien, voilà, ce que vous aidez à faire, à tuer des gens qui vous ont rien fait et qui sont innocents. C'est magnifique. Durant cette semaine, donc, comme on a pu le voir, le nombre de violations et de tirs de la part de l'armée ukrainienne ont diminué. D'après Daniel Bessonov, toujours, il se peut que cela soit dû à la visite d'une commission d'enquête des forces armées ukrainiennes dans les unités présentes sur la ligne de front. On n'a pas de certitude, mais il semble qu'en tout cas, ça soit plus ou moins corrélé à la visite d'une commission qui vient du commandement opérationnel Vostok, hein, donc côté ukrainien, pour vérifier entre autres la préparation du personnel, son état moral et psychologique, ainsi que pour vérifier le nombre et la sécurité du stockage des munitions. Bon, il semble que ces commissions se multiplient entre autres à cause du manque de personnel, les soldats ukrainiens refusant de signer de nouveaux contrats. Donc il semble qu'ils envoient ces commissions pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe en gros, parce que là ils commencent à s'affoler un peu. Il se pose des questions.
Oui. Ben là, ça commence à devenir un peu énorme parce que là, je vais y venir justement. Le plus visible, c'est surtout la situation des officiers, puisque quand même, entre janvier et juin, donc en 6 mois, Ouais. hein, en 6 mois, que nos auditeurs réalisent bien le truc, en 6 mois, 11 000 officiers ukrainiens ont démissionné de l'armée ukrainienne. Ah oui, c'est violent ça. Ah ouais, c'est violent. Donc on est à peu près à 2000 par mois qui se cassent. 2000 par mois quasiment. Hein. Faut quand même bien se rendre compte. Donc faut savoir que les forces armées ukrainiennes dans le Donbass, on a à peu près une force armée d'à peu près 100 000 gars. Donc 100 000 gars, et t'en as 2000 par mois qui se barrent et 11 000 qui se sont cassés en 6 mois. Donc 10%, tout va bien. Tout va bien. Et il semble que leur exemple sera suivi avant la fin de l'année par 18 000 autres officiers. Ah oui, mais là c'est ingérable ça veut dire, parce que c'est des officiers, hein, c'est-à-dire que là c'est l'encadrement. C'est pas le soldat de base, voilà, c'est pas le soldat de base, hein, c'est des officiers. Ça a pas été, c'est pas une information qui est sortie à la base des médias du Kremlin. Hein. C'est un truc qui est sorti d'une source qui s'appelle l'Ukrainian Military Pages. Hein, qui s'est basé sur une lettre du ministre de la Défense Stepan Poltorak adressée au premier ministre ukrainien Vladimir Groysman. J'ai expliqué pourquoi il y a eu cette petite lettre. C'est que d'après les sondages faits auprès de ces officiers démissionnaires, 36% le font à cause de la paye qui est trop basse. Ils sont sous-payés. Hein. Ils sont sous-payés pour risquer leur peau et en plus pour le fait qu'ils, je rappelle, ils payent les pots cassés à chaque fois que leur commandement lance une nouvelle attaque foireuse. Hein. Une Zabrodsky. Une Zabrodsky, à chaque fois, c'est les petits officiers qui trinquent, c'est jamais le Zabrodsky, c'est toujours les mecs qui sont sur le terrain. Donc ils estiment qu'ils sont pas assez payés pour se prendre tout ça dans la gueule. Se sacrifier, quoi, c'est tout. Voilà, pour être des fusibles. Donc t'as le cocktail parfait pour une fuite massive des officiers. Donc il faut savoir que lors de sa première année de service, un officier ukrainien touche actuellement une solde de 7500 grivnias, soit 240 €, alors que le salaire moyen en Ukraine est de 8700 grivnias, soit 280. Donc c'est pas très avantageux. Non. Donc, pour sauver la situation, ce que Poltorak veut faire, c'est décider d'augmenter à partir du 1er octobre 2018 la paye des soldats pour la porter à 9000 grivnias, donc environ 288 €, et la solde des officiers jusqu'à 15 300 grivnias, soit 489 €. Le gouvernement ukrainien devra débloquer à ses fins 4,5 milliards de grivnias, c'est-à-dire 143,8 millions d'euros. Alors, vu l'état des finances ukrainiennes, je pense que c'est un peu mal barré, et on va en parler encore après, mais donc voilà un petit peu la situation dans l'armée ukrainienne, et la situation est tellement merdique que on continue à avoir des déserteurs de l'armée ukrainienne qui débarquent chez nous. Cette semaine, on a eu un soldat des forces armées ukrainiennes qui a déserté pour se ranger du côté de la RPD, Sergei T, dont son nom complet n'a pas été divulgué pour éviter que sa famille ne soit victime de représailles côté ukrainien, hein, mais des photos anonymisées de ses papiers ont été fournies pour prouver qu'il est bien chez nous, donc on les montrera. Il a confirmé que le commandement des forces armées ukrainiennes dissimule ses pertes de manière massive. Il a ainsi divulgué qu'il avait reçu des ordres de son commandant de brigade pour emmener des corps de soldats ukrainiens morts hors de la zone de front et de les abandonner dans des bâtiments, usines ou champs désaffectés. Ces morts étaient ensuite notés comme étant partis en vacances, puis dans ceux ayant abandonné leur poste suite à leur non-retour de ces vacances fictives. C'est fascinant quand même les méthodes de l'armée ukrainienne, hein, moi, je te dis. On reconnaît la légitimité d'une telle armée à ce type de méthode. Hein. Ça veut dire qu'ils se servent des soldats comme de la chair à canon, ils n'ont aucun scrupule, aucun respect, pas de dignité, rien du tout. Non, voilà. Et en plus, ils leur fichent sur le dos des désertions qui n'existent pas. Hein. C'est la folie. Hein, c'est la folie. Et ils laissent les cadavres pourrir dans des bâtiments abandonnés. C'est magnifique hein, quand même. Moi, ça me fascine comme truc, enfin, dans le sens négatif du terme. Il a aussi confirmé l'usage de la torture par ses commandants sur les soldats de l'RPD capturés, ainsi que sur les civils suspectés de séparatisme. Une fois vérifié si ce Sergueï n'a commis aucun crime contre les habitants du Donbass, il sera relâché et pourra, s'il le souhaite, quitter le territoire de l'RPD, donc très certainement pour aller trouver refuge en Russie. Ce ne serait pas le premier, et à mon avis, ce ne sera pas le dernier. Non. En tout cas, si ça continue comme ça, avec les officiers qui prennent la poudre d'escampette, dans 6 mois, il n'y aura plus d'armée ukrainienne sur le front du Donbass. Hein. Ils auront tous disparu, à part les néo-nazis, évidemment. Parce que là, dans ce cas-là, effectivement, les accords de Minsk nous auront permis de gagner la guerre avec un minimum de pertes. Hein, Enfin bon, les civils auront ramassé, et les soldats aussi quand même. Hein.
Oui, mais enfin, moins qu'en cas, on va dire, d'offensive finale, oui. D'offensive finale. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, on en avait déjà parlé, depuis plusieurs années, il y a un conflit entre Naftogaz, qui est la compagnie ukrainienne donc nationale de gaz, et Gazprom, qui est la compagnie russe, donc c'est les équivalents de GDF avant la libéralisation du marché en France. Donc ça fait plusieurs années qu'elles sont en guerre, juridique et financière, pour cause de contrats non remplis, de factures impayées, etc. Donc ils passent leur temps à se faire des plaintes l'un contre l'autre. Bon, au départ, c'est surtout Naftogaz qui a lancé les hostilités en payant pas ses factures. Voilà. Bon, donc ça n'arrête pas. Tu as des procédures et décisions de justice qui se multiplient sans fin. C'est la Cour d'arbitrage de Stockholm qui juge ces litiges commerciaux. Et en 2017, on en avait déjà parlé, elle a rendu à quelques mois d'intervalle 2 jugements complètement contradictoires sur 2 dossiers, donc un qui était initié par Gazprom, l'autre par Naftogaz. Dans un cas, elle a donné raison à Gazprom, dans l'autre, elle a donné raison à Naftogaz. Le petit problème, c'est que lors du second procès, celle où elle a condamné Gazprom, elle a refusé d'appliquer les arguments qui avaient pourtant été retenus pour alléger la condamnation de Naftogaz quelques mois auparavant. Ce qui se réclame, c'est pas des petites sommes à la base. Même si les cas de condamnation te parlent de 2 milliards par-ci, 2 milliards et demi par-là, les demandes à la base, c'était des dizaines de milliards de dollars de compensation. D'accord ? Voilà. Donc le problème, c'est qu'en fait, quand Naftogaz a été condamné à payer 2 milliards à Gazprom, la Cour d'arbitrage de Stockholm avait appliqué un critère pour dire oui, mais bon, Naftogaz n'est pas responsable de ça et ça et ça, donc on ne peut pas lui faire payer les pots cassés pour ça. Sauf que quand Gazprom elle a été condamnée, ils ont refusé d'appliquer le même argument pour limiter de la même manière ce que Gazprom devait payer à Naftogaz. Et donc on s'est retrouvé qu'une condamnation de Gazprom qui était de 5,6 milliards, 4,6 milliards, pardon, et donc moins les 2 milliards que les autres leur devaient, ça faisait 2,6 à payer. Donc ces 2,6 milliards, suite à ce jugement en défaveur de Gazprom, bien entendu, Naftogaz s'était précipité pour faire saisir les avoirs de Gazprom en Europe pour obtenir son dû. Sauf que Gazprom a interjeté appel de ces saisies en faisant valoir que le jugement de la Cour d'arbitrage de Stockholm n'était pas valable pour les raisons que j'ai annoncées précédemment, puisque le 2 poids 2 mesures n'est pas acceptable en termes de justice, aux dernières nouvelles, même si je sais que la justice en Europe c'est plus ça. Et en fait, la compagnie russe a gagné cet appel, suspendant ainsi une partie des saisies, entre autres en Suède. Donc, refusant la défaite, Naftogaz a annoncé le 1er août qu'elle allait continuer la bataille judiciaire pour récupérer ses 2,6 milliards de dollars et espère y arriver d'ici septembre. Alors, devant cette volonté de faire au plus vite et cet acharnement, on se pose quand même 2-3 petites questions et on se demande pourquoi Naftogaz a l'air d'être si pressé de récupérer ses sous-sous. La réponse était en une phrase, c'est qu'en Ukraine, la majorité de ses clients n'arrivent plus à payer. Résultat, la compagnie est dans une situation financière assez critique, sans parler même du fait qu'en 2019, Naftogaz perdra près de 3 milliards de dollars par an à cause de la perte du contrat de transit de gaz conclu auparavant avec Gazprom. Il faut quand même dire que ces plaintes à répétition contre Gazprom n'ont pas joué en faveur de Naftogaz pour reconclure un nouveau contrat. C'est clair, oui. Voilà, ça donne pas envie quand tu as un client comme ça, tu lui dis c'est gentil, mais ciao, bye bye. Et la conséquence immédiate, ça a été la fermeture du robinet de gaz. Et résultat, à Kiev, Naftogaz a coupé l'approvisionnement en gaz de 2 stations thermiques qui fournissent en eau chaude mais aussi en électricité la capitale ukrainienne à cause du refus de la nouvelle compagnie. Donc ils sont passés maintenant sous une espèce de compagnie qui dépend de la mairie et ils refusent de payer 1,2 milliard de hryvnia, soit environ 38 millions d'euros. Qui sont des dettes de l'ancienne société qui détenait les deux stations thermiques. Donc résultat, suite à cette coupure, près de 3200 bâtiments de Kiev, 3200 bâtiments. Donc 2150 habitations, 39 institutions médicales, c'est-à-dire des hôpitaux, des cliniques, des trucs comme ça, 164 maternelles et 670 bureaux se sont retrouvés sans eau chaude. Mais là où c'est le plus critique, c'est pour l'approvisionnement en électricité. Parce que le problème, c'est que ces 2 stations thermiques concernées, les stations 5 et 6, fournissent à elles seules 1200 mégawatts sur les 1450 qui alimentent Kiev. Donc il y a 3 stations qui fournissent, et ces 2-là, à elles seules, c'est les 5/6e de la puissance qui est fournie, de l'énergie qui est fournie. Donc là, tu vois que ça pose un gros problème, parce que si tu n'as plus ces 2 stations, l'approvisionnement électrique de la capitale sera divisé par presque 6.
On pourrait dire que là, ça sent le gaz, mais c'est précisément le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, C'est qu'il n'y en a pas, voilà. Donc résultat, les hôpitaux avaient reçu pour consigne de préparer une source autonome de production électrique au cas où. La station 5 avait déjà été fermée, la 6 était menacée d'être fermée cette semaine. Devant la situation hautement critique, le gouvernement ukrainien s'est finalement réveillé et s'est joint à la ville de Kiev pour mener des négociations avec Naftogaz pour empêcher la fermeture totale des 2 stations thermiques. Une solution temporaire semble avoir été trouvée sous la forme d'une réduction du prix du gaz. Donc il semble que Naftogaz a appliqué une surcote monstrueuse par rapport aux tarifs qui sont censés appliquer justement pour les installations qui fournissent au chaud et l'électricité. Donc ils sont obligés d'appliquer un tarif plus bas pour ces trucs-là et en fait ils leur appliquaient le tarif commun, quoi. Enfin tu vois le truc, le délire, quoi. Mais le problème c'est que le problème de fond lui demeure, hein. La dette elle est toujours là, les 1,2 milliards, et que il va falloir qu'ils trouvent un accord durable. Faute de quoi ça reviendra qu'à reculer pour mieux sauter, parce que ça va décaler que de quelques mois le problème, et ça risque de faire que le problème va peut-être ressurgir au moment de l'hiver. Là, je te raconte pas le truc. Je pense que la solution pour l'Ukraine, c'est d'exploiter ce qu'on appelle les flatulences bovines, parce que je ne vois pas d'autre solution pour trouver une... pour là, je ne vois pas comment ils vont faire non plus. En tout cas, la difficulté principale est bien sûr que en fait, la compagnie qui gère ces stations thermiques n'arrive pas à se faire payer de ses clients finaux, c'est-à-dire les habitants. Puisque d'après Alexandre Okhrimenko, le président du Centre ukrainien d'analyse, la dette publique concernant les charges communales, donc je te parle que des charges communales, hein, vous allez voir le montant, en Ukraine, a atteint la somme colossale de 36,8 milliards de hryvnia, soit environ 1,17 milliard d'euros. Donc en Ukraine, les habitants ont une dette en termes de charges communales actuellement de 1,17 milliard d'euros. Je vous laisse quand même imaginer la somme. Je rappelle que les tarifs ont tellement augmenté depuis le Maïdan, sous la pression du FMI, qu'actuellement, en fait, on en est à plus des 2/3 des Ukrainiens qui n'arrivent pas à payer leurs factures de charges communales. Plus des 2/3. C'est une garantie d'effondrement économique, hein. Ça c'est tout à fait évident. Oui. Ou alors ils n'arrivent à payer que la moitié du montant demandé. Donc tu as les 2/3 qui ne peuvent pas assumer le prix total de leur charge communale. Là, on se rend compte de l'état de l'Ukraine. Donc le problème, c'est que l'État ukrainien ne pourra pas venir en aide à ce secteur pour empêcher coupure d'électricité et de chauffage cet hiver, puisque Kiev est obligé, je le rappelle, de sortir annuellement 10 milliards de dollars rien que pour payer ses crédits contractés à l'étranger, dont une bonne moitié pour le FMI, soit presque un quart du budget d'État, et que si Kiev ne paye pas le FMI, c'est la faillite. Et pour obtenir un autre prêt de l'institution, il lui faut entre autres augmenter encore les tarifs du gaz de plus de 60%, ce qui ne va faire qu'aggraver le problème d'impayés, signerait le suicide politique de Poroshenko, et que tant que ce problème d'impayés n'est pas résolu, le risque de coupure massive d'eau chaude et d'électricité continuera d'exister, telle une épée de Damoclès menaçant à tout moment de tomber sur Kiev. Voilà, c'est la jolie situation chaotique et catastrophique à laquelle a mené la russophobie maladive de ceux qui ont été portés au pouvoir par le coup d'État du Maïdan. Et comme je le dis depuis un petit moment, l'Ukraine poursuit de mois en mois sa somalisation et il est à craindre que l'hiver prochain sera des plus difficiles pour les habitants. Parce que là, si jamais les 2 centrales ferment au moment de l'hiver, alors là, je te raconte pas. Parce que là, non seulement les gens n'auront pas d'eau chaude, mais ils pourront pas brancher des chauffages électriques pour compenser. Oui, sans compter qu'on l'a rappelé à plusieurs reprises, les Ukrainiens s'amusent à mettre du combustible nucléaire américain dans des centrales nucléaires qui sont étudiées pour du combustible russe, qui n'est pas de la même nature. Voilà, donc des risques nucléaires en plus. Voilà, ça va être magnifique, je te dis, c'est de mieux en mieux l'Ukraine. La Somalie aux portes de l'Europe, mais en mode nazi en plus. Voilà. Je vais reparler en Ukraine de la situation religieuse, puisque donc nos auditeurs se rappelleront qu'à peu près 2 semaines en arrière, je dénonçais les risques de guerre de religion en Ukraine si le patriarche œcuménique de Constantinople accordait à Poroshenko une église orthodoxe autocéphale. Donc comme on en avait parlé la semaine dernière, suite à la traduction de mon article, la propagande ukrainienne s'est déchaînée pour hurler à la fake news. Sauf que déjà, il y a un article qui avait été publié déjà en 2014 par le journal La Croix qui peut difficilement être qualifié de troll du Kremlin ou de journal pro-Poutine, qui dit pourtant le contraire de ce qu'affirment les journaux ukrainiens, et la même chose que moi, à savoir des expropriations, des agressions, des violences, du vandalisme, des choses comme ça, contre les églises du patriarcat de Moscou.
Et une semaine après, à peine après cette levée de bouclier, voilà que leur propagande leur revient dans la figure comme une tarte à la crème jetée négligemment en l'air grâce au patriarche de l'église ukrainienne orthodoxe du patriarcat de Kiev lui-même, Filaret, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc ce dernier a accordé une interview à la chaîne de télévision ukrainienne Priami, donc qui veut dire direct, lors de laquelle ses propos ne laissent aucun doute sur ce qui va se passer si le patriarche Bartholomé accède à la demande de Poroshenko et du patriarcat de Kiev. Voilà ce qu'il a déclaré. Il n'y a pas de propriété du patriarcat de Moscou en Ukraine. Les propriétés de l'église en Ukraine sont celles de l'église ukrainienne. Prenons par exemple la lore de Kiev-Pechersk et la lore de Pochaïf. À qui appartiennent-elles? C'est la propriété de l'État ukrainien. Et l'État a transféré ses possessions pour l'usage de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Mais lorsqu'il y aura une église ukrainienne reconnue, les lores, la première et la seconde, seront transférées à l'église ukrainienne autocéphale. Hein, donc il a dit que pour lui, les églises appartiendraient aux paroissiens qui les ont construites avec leur argent et pas à la Russie. Oui, sauf que ces paroissiens sont ceux du patriarcat de Moscou. Il s'appelle Filaret, hein, c'est ça? Filaret. Ouais. Bon, ben arrête, hein, Phil, hein, parce que là, je crois que t'es à moitié dans le cirage, là, hein, déjà. Ouais, non, mais c'est catastrophique. En plus, avant ses paroles sur l'expropriation future de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, Filaret n'a pas caché que le but du patriarcat de Kiev était de s'agrandir, ce qui implique de le faire aux dépens d'une autre église, hein, c'est-à-dire en clair aux dépens du patriarcat de Moscou, qui dispose officiellement du plus grand nombre de paroissiens en Ukraine, estimé à 35 millions de fidèles, de quoi aiguiser les appétits de l'UOCKP, donc qui est l'acronyme du patriarcat de Kiev, l'UOCMP étant le patriarcat de Moscou. Il a dit, je cite, « Tout d'abord, notre but est d'agrandir le patriarcat de Kiev, et le Seigneur lui-même nous aide en cela. » Alors écoutez, nos auditeurs préparaient un sac à vomir avant. Ça c'est l'archétype du religieux qui dérive grave vers les crimes de guerre, les ah oui, les non, mais lui, il est gratiné, hein. c'est pour ça que je vous dis, préparez le sac à vomir. Hein, parce qu'il a dit, je cite, donc comment Dieu aide le patriarcat de Kiev à s'agrandir? Eh ben comment? En provoquant la guerre, donc du Donbass, et cette guerre contribue à la croissance du patriarcat de Kiev. Comment? Eh bien les gens voient qui protège l'État ukrainien, la terre ukrainienne, le patriarcat de Kiev ou celui de Moscou. Kiev protège l'Ukraine et Moscou protège l'agresseur. Vous pouvez vomir maintenant. Il va avoir une grosse médaille de la part du général des Jésuites, le garçon. Ouais. En tout cas, moi, je me pose 2-3 petites questions sur le genre de patriarche que c'est. Parce que oui. moi, un chef spirituel qui vante une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de victimes à l'heure actuelle, même si lui l'attribue à l'agression imaginaire de la Russie, ce qui n'est rien d'étonnant vu ses petites sympathies pour les néo-nazis ukrainiens. On mettra d'ailleurs quelques petites photos au fur et à mesure de coups où il bénit des gars du bataillon de Donbass, qui est un bataillon néo-nazi, Pravi Sector, qui est un bataillon nazi. Qu'est-ce qu'il a fait encore? La garde nationale, donc, qui contient le régiment Azov et autres... Joyeuseté, comme tu dis. Joyeuseté. Donc ce gars-là aime les néo-nazis ukrainiens, il les bénit, il leur donne des médailles, donc bon, ça vous étonne pas après les conneries qui sortent. Mais alors moi, un patriarche qui te vante une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts comme moyen pour son église de s'agrandir aux dépens d'une autre. Ouais. Si ça c'est un chef spirituel, moi je suis la reine d'Angleterre. D'accord? Je confirme, tu n'es pas la reine d'Angleterre. Non, pas aux dernières nouvelles. Pour moi, là, ces propos, c'est juste des propos de raclure politicienne. Ah oui, ça n'a rien de religieux, pour rester poli. Ça dénote en plus d'un cynisme qui confine à l'immonde. Là, vraiment, c'est pour ça que j'ai dit aux gens de préparer le sac pour vomir. Parce que pour Filaret, donc ce pseudo-patriarche, les civils du Donbass sont justement à mourir pour qu'il puisse poursuivre son opération de propagande russophobe avec Poroshenko et les néo-nazis ukrainiens et essayer de grappiller des nouveaux paroissiens. On en vient à espérer qu'une arête de poisson aille se bloquer dans son gosier, parce que... Je ne souhaiterais rien de tel, étant moi-même orthodoxe, je ne suis pas du genre, moi, à souhaiter du mal aux gens. Mais là, franchement, c'est vraiment à désespérer quand même, de l'humanité en général. Ah oui. En tout cas, ces paroles ont été commentées par le chef du service de presse de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, Vassili Anisimov, qui a rappelé quand même que Filaret a été excommunié par l'église orthodoxe pour de nombreux crimes religieux,
parce que quand il a fait son schisme, il s'est fait excommunier quand même, et qu'il ne peut disposer que des propriétés que les schismatiques ont créées eux-mêmes. Hein. Donc, s'ils ont construit un temple quelque part, bah, de toute façon, on ne va pas le revendiquer, on s'en fout, c'est leurs affaires, quoi. Et en fait, il a expliqué le délire en fait de Filaret avec ses histoires de propriété d'État ukrainien. C'est qu'en fait, Anisimov a rappelé que pendant les répressions de l'époque soviétique, une part significative de la propriété de l'Église orthodoxe ukrainienne, donc du patriarcat de Moscou, avait été saisie. Donc à l'époque, c'était juste l'Église orthodoxe ukrainienne, hein, c'était voilà. Donc à l'époque, une bonne partie de ces biens avaient été saisis et que elle n'avait pas encore été rendue. Mais l'UOCKP, donc le truc de Filaret, le machin schismatique reconnu par personne, n'existant pas à l'époque soviétique, puisque je rappelle cette église a été créée en 1992, aucune de ses propriétés n'avait été prise. Aucun de leurs prêtres non plus n'avait été arrêté. Dans les années 90, l'Ukraine avait reçu du Conseil de l'Europe l'obligation de procéder à la restitution des biens ou de fournir une compensation, mais l'Ukraine ne s'est jamais pliée à cette obligation en fait. Comme l'a rappelé Anisimov, chaque propriété a sa propre histoire, c'est un terme légal, et tout le monde sait que si votre maison a été saisie, dans le cas d'une dictature, etc., et que vous avez été abattu, alors cette maison doit être rendue à votre fils, mais pas à n'importe qui souhaiterait la récupérer. Et il dit, mais qu'est-ce qu'en plus l'autocéphalie vient faire dans cette histoire? Enfin, vraiment, il se dit, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Il a poursuivi en citant l'exemple des États baltes, de la Pologne, de la République tchèque et de la Russie, où les autorités ont rendu et rendent encore aujourd'hui à l'Église des propriétés saisies à l'époque soviétique, souvent après rénovation. Pour autant, Anisimov a déclaré que le patriarcat de Moscou n'abandonnerait même pas les propriétés qui sont en ruine, avant de conclure que les déclarations de Filaret sont absolument absurdes et ridicules d'un point de vue légal. Non, les églises appartiennent bien à l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Ça appartient pas aux paroissiens qui l'ont financé. Je veux dire, enfin... là on nage en plein délire quand même. Hein. Oui, mais enfin le propre des expropriations de ce genre-là, c'est les dictatures hein, quand même. Hein, je veux dire, c'est ça. Tous les cas dans l'histoire où il y a eu ce genre de choses, d'expropriation de biens religieux, etc., c'était dans des dictatures. Hein, je veux dire, ou d'expropriation de personnes. Hein, je veux dire, les nazis qui ont exproprié les juifs de leurs biens, les soviétiques qui avaient exproprié donc l'église orthodoxe de ses biens, etc., etc. Je veux dire, faites le tour de l'histoire. Je veux dire, ouvrez un livre d'histoire, vous allez voir, ça en est plein. Hein. Il n'y a que les dictatures qui procèdent à ce genre de choses. Hein. Jamais les démocraties, en dernière nouvelle. Ouais. Tout le monde, je passerai aussi sur les tentatives de Filaret de réécrire l'histoire étatique et religieuse de l'Ukraine et de la Russie, hein, parce qu'il essaie de légitimer ses revendications, en essayant de faire croire que l'Ukraine existait avant la Russie, et que Kiev est donc plus légitime que Moscou, sauf que comme l'a rappelé le président des relations extérieures du patriarcat de Moscou, Hilarion, l'Ukraine n'existait pas en 988 quand le prince Vladimir a baptisé la Rousse, et que ça fait 10 siècles que cet événement est considéré comme le baptême de la Rousse et pas comme le baptême de l'Ukraine. Bah, sinon, ça aurait été le baptême de l'Ukraine. Hein. Voilà. Donc là, c'est le baptême de la Rousse qui a donné son nom à la Russie. Hein. Hilarion a rappelé qu'appliquer des concepts modernes d'État dans cette histoire n'avait pas de sens, puisque la Rousse de l'époque a donné 3 pays actuels, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, ce qui se reflète d'ailleurs dans le fait qu'elles partagent toutes une seule et même église orthodoxe russe. Voilà, fin de l'histoire. Il a aussi fait part de ses inquiétudes sur la suite des événements, alors que le patriarche Bartholomé a indiqué le 27 juillet qu'il pourrait accorder une église autocéphale à Kiev. Donc il craint effectivement que ça se termine de manière violente, par élimination de l'église canonique, qui est l'église comme de la majorité, et d'un risque d'expropriation de ses propriétés, de ses monastères et de ses prêtres. Mais à part ça, d'après la presse ukrainienne, il n'y a pas de risque de guerre de religion en Ukraine. Alors, la prochaine fois que ces médias voudront crier à la fake news, ça serait quand même peut-être bien qu'ils s'assurent que personne dans leur camp ne viendra contredire leurs affirmations péremptoires. Ça leur évitera de passer pour des cons et de se noyer dans le ridicule. D'ailleurs, heureusement pour eux que ça ne tue pas. Sinon, il y aurait une hécatombe côté ukrainien. Et surtout, il serait peut-être temps que le patriarche Bartholomé arrête ses bêtises et arrête de vouloir faire plaisir à Kiev et à ses patrons américains. En dépit du bon sens, au risque de provoquer des affrontements violents entre les partisans du patriarcat de Kiev et ceux du patriarcat de Moscou. Il y a déjà bien assez de sang versé en Ukraine depuis le Maïdan. Il n'y a pas besoin d'en rajouter pour des histoires qui tiennent bien plus de la politique de bas étage que de religion et de spiritualité. Voilà. Absolument.
On continue dans la situation en Ukraine parce que les autorités ukrainiennes continuent de se bouffer entre elles, puisqu'on a eu une nouvelle cette semaine d'un minibus qui transportait un parlementaire ukrainien qui a explosé jeudi dans la région de Dnipropetrovsk, donc dans le centre de l'Ukraine. Donc c'est Vitaly Tcherniavsky qui est député de l'Union pan-ukrainienne Patrie, donc c'est le parti de Tymoshenko, un Blondie, notre chère princesse du gaz, donc qui est dans l'opposition. Donc il est député au conseil municipal de Kamenskoye, donc qui était auparavant Dnipro-Dzержinsk, donc c'est une de ces villes qu'ils ont renommées, en décommunisation. Il a été blessé jeudi dans l'explosion d'un minibus dans la région de Dnipropetrovsk. Donc c'est un minibus Volkswagen transporteur, et en fait le minibus a explosé et pris feu vers 15h, heure locale. Le député a survécu à l'explosion, mais il a été grièvement blessé. L'explosion a soufflé les vitres des maisons voisines, et les représentants de l'hôpital où il a été admis ont précisé que M. Tcherniavsky était dans un état grave. Donc c'est peut-être même pas sûr qu'il va s'en sortir. Et j'ai vu qu'à Berdiansk, il y a aussi un officier je crois que c'est du bataillon de Donbass, qui s'est fait descendre, ou un truc du genre, où sa voiture a explosé. Enfin, encore des règlements de compte à hockey choral entre bandits de grand chemin. Oui. Pour changer. Alors on a deux pendant ce temps-là à Kiev aujourd'hui. Oh. Non, pas avec notre clown préféré. On change un peu. Allez, il est en vacances peut-être, c'est pour ça. Il est en vacances, il est en vacances aux Maldives, dans sa superbe propriété aux Maldives. Le premier, il nous est offert par Alexandre Turchinov, donc le chef du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, celui qui fut quand même, je rappelle, président par intérim de l'Ukraine quand la guerre du Donbass a été déclenchée. Oui. C'est lui qui l'a enclenchée, cette guerre, je rappelle, juste pour resituer un petit peu. Voilà. Alors, ce cher monsieur, qui est quand même un radical parmi les radicaux, propose de poursuivre pénalement les importateurs de biens produits en Russie. Donc pour lui, il faut considérer que les gens qui font ça sont responsables non seulement moralement, mais aussi pénalement pour le soutien financier aux pays agresseurs, pour ceux qui achètent en Russie des biens qui peuvent être produits en Ukraine. Alors, sachant que d'après le service des statistiques d'État ukrainien, pas de la propagande russe, de janvier à mai 2018, l'Ukraine a acheté le plus de biens en Russie avec 3,1 milliards de dollars d'importation, soit 28% de plus que pendant la même période en 2017, et que la Chine n'est que deuxième avec 2,6 milliards de dollars et l'Allemagne troisième avec 2,3 milliards de dollars. Je pense que ça va devenir très drôle. Oui. Non mais c'est bien, ils sont en train de tuer le business. Moi je serais les importateurs de produits russes en Ukraine, je me sauve quoi. Tu vois, je veux dire. Non mais continuez, vous avez torpillé votre secteur bancaire, vous avez torpillé votre industrie. Non mais torpillez le commerce aussi, tout va bien. Tout va bien. Votre pays va aller de mieux en mieux. Ça confirme qu'avec des clowns de ce type, l'Ukraine devient réellement un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Non mais ça s'est confirmé depuis longtemps. Et puis l'armée ukrainienne a beau gloser partout pour dire qu'elle défend le pays contre l'agression russe, ça les a pas empêchés de plagier une vidéo promotionnelle produite il y a quelques années par les forces armées russes. Donc on mettra en description le lien vers l'article de Russia Today où il y a les deux vidéos. Que des utilisateurs Facebook attentifs ont repéré comme étant bizarrement semblable sur le plan du discours. Donc, ils sont tombés en fait sur un clip vidéo que le commandement de l'opération conjointe des forces armées ukrainiennes, donc le commandement des opérations dans le Donbass, a publié sur sa page Facebook samedi dernier. Donc, c'est dédié à la journée des forces d'opération spéciales ukrainiennes. Le clip était destiné à inspirer les recrues à rejoindre les troupes d'élite. Alors, le speech dedans, ça dit ça. Ça dit c'est le premier jour de ta nouvelle vie. Ce qui était hier n'a plus d'importance. Tout le monde se fiche de ce que tu étais. Seul ce que tu deviendras aujourd'hui est vraiment important. Donc, c'est ce que dit la voix off. Donc, sur des images de soldats ukrainiens en train de poser avec des armes à feu, descendant une corde à partir d'un hélicoptère et puis en faisant quelques exercices physiques, avant de terminer sur que sais-tu de toi-même, de quoi es-tu capable. Donc après, tu as encore le discours d'encouragement qui se poursuit pour inciter les jeunes hommes à prendre les armes et à s'enrôler pour le service militaire. Le seul petit problème avec ce joli blabla, c'est qu'il a été tiré mot pour mot d'une vidéo de promotion des forces armées russes qui a été produite en 2013 et publiée en 2014.
La seule différence, c'est la langue. C'est-à-dire que dans l'original, c'est en russe, et dans le plagiat, c'est en ukrainien. Donc merci au journaliste Lev Kostek qui a repéré le plagiat. Alors le pire, c'est qu'après avoir été pris en flagrant délit quand même, les Ukrainiens ont offert une explication que moi je trouve fascinante quand même, en disant que ça faisait partie de la guerre psychologique contre la Russie, en faisant du trolling, en combattant la propagande russe le jour de leur célébration, en copiant l'ennemi. C'est du rétro-pédalage dans les sables mouvants. Ouais, ils ont même été dire que leur travail avait été apprécié par l'ennemi et des journalistes attentifs comme Lev Kostek. Non, ils n'ont pas été appréciés. Tout le monde se fout de votre gueule. Vous hurlez à l'agression russe et vous trouvez rien de mieux à faire. Pour pondre, vous n'avez tellement pas d'imagination pour pondre une vidéo de promotion de vos troupes d'élite que vous trouvez rien de mieux à faire que de copier mot pour mot en ukrainien le speech d'une vidéo de promotion des troupes d'élite russes. Ah oui, c'est... Alors, si vous voulez qu'on arrête de dire que l'Ukraine c'est la Russie, que c'est des peuples frères, arrêtez de faire ça et arrêtez de vous justifier avec des explications débiles pour mongols au dernier degré. Je veux dire, là, il y a quelqu'un avec un QI à un chiffre qui peut croire des conneries pareilles. Oui, un cerveau de poulet, mais là, ce que j'ai peur, moi, c'est que tout ce que tu étais en train de dire, qui est fort utile pour quelqu'un d'intelligent, passera d'une oreille à l'autre chez un Ukrainien. Coupable de ce détournement. Non, mais quand je vous dis que c'est n'importe quoi l'Ukraine, quand je vois encore là, régulièrement des trolls sur Twitter qui me reparlent de l'invasion russe de l'Ukraine et de l'Ukraine qui se défend contre l'agression russe et machin, mais arrêtez de fumer l'alcool, putain, sérieusement. Mais elles sont où les photos? Moi j'aimerais bien voir une photo où on voit clairement des troupes russes dans le Donbass. Voilà, c'est simple, hein, une photo, c'est pas compliqué, hein, je veux dire, ils ont des... Enfin, les satellites et le reste, je veux dire... Ah mais non, mais ils ont des drones pour bombarder les soldats qui font de l'humanitaire et qui les tuent, mais ils n'ont pas de drones pour prendre en photo les troupes russes dans le Donbass. Non, mais non. Non, mais c'est un peu compliqué de filmer ce qui n'existe pas, c'est ça le problème. Ah bah oui. Oui. Les drones sont pas faits pour filmer les fantasmes des gens, ils filment la réalité et ils peuvent pas filmer ce qui n'existe pas. Bah oui. Donc à un moment il faudrait peut-être arrêter quand même les délires, mais là quand même c'est fortiche quand même. Le coup du plagiat de la vidéo, là moi j'ai été plié, là quand même je veux dire, et puis le rétro-pédalage comme tu dis dans les sables mouvants, là quand même c'est magnifique les mecs, c'est l'excuse la plus foireuse que j'ai jamais vue de toute ma vie pour justifier un plagiat. Mais ils ont dû se lancer dans une explication, ils se sont rendus compte que c'était complètement con, mais comme ils étaient partis dans la savane, ils se sont dit on va continuer, sinon on va passer... d'ailleurs, de toute façon, ils passent pour des cons. Ils passent pour des cons, je veux dire, non, le journaliste qui a débusqué votre plagiat, il n'a pas apprécié votre travail, il se fout de votre gueule, je veux dire, le mec qui a relevé votre plagiat, c'était pas pour dire que vous avez fait du bon boulot les mecs, c'est pour dire les gars vous êtes des connards quoi, tu vois, je veux dire, c'est quand même un peu ça l'idée quand tu dénonces un plagiat, c'est généralement pour dire les gars vous avez pas d'imagination, vous êtes des branquignoles et des clowns quoi, tu vois, je veux dire. C'est le syndrome de l'assassinat de Batchenko, c'est-à-dire que évidemment 2 jours après on trouve qu'il est vivant, en pleine santé. Ah c'est même pas 2 jours après, c'est le lendemain. Le lendemain, donc ça veut dire que même les gens qui soutiennent l'Ukraine se disent mais... Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut croire qui vient d'Ukraine, hein? Tu peux plus rien croire de ce qui vient de l'Ukraine. Leur crédibilité est tombée au niveau du zéro absolu. Donc voilà. Donc écoute, finalement donc mes vacances ont été un petit peu décalées. Je sais pas encore quand ce mois-ci. Mais donc je te dis, je pense à la semaine prochaine. Mais sinon de nouveau que nos auditeurs ne s'inquiètent pas s'ils ne me voient pas la semaine prochaine, mais seulement dans 15 jours. Pour l'instant, la situation reste calme, très certainement dû à l'état absolument déplorable de l'armée ukrainienne, comme on a pu le voir au début de Sistrep. J'espère que ça va se maintenir comme ça, parce que tant qu'ils sont dans cet état, ils font quand même un peu moins de morts que s'ils étaient en forme. On va quand même dire les choses comme elles sont. Et donc je te dis, soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours pour le prochain Sitrep. Je rappelle aux gens, à nos auditeurs, que s'ils ont des idées pour célébrer les 2 ans de nos Sitrep, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous les vidéos, et on lira tout ça et on verra ce qu'il est possible de faire. Mais s'il vous plaît, un truc qui tienne la route, c'est quelqu'un qui m'avait parlé de faire un film complet sur
Enfin, c'était pas possible, quoi. Enfin, Trop c'était de vraiment. travail, ouais. Là, je veux dire, les enfants, je suis déjà en train de bosser sur le dossier du MH17. Je peux pas tout faire à la fois, je suis désolée. Faut que je dorme quand même la nuit. Donc voilà, un truc qui soit réaliste, quoi. Essayer de proposer un petit quelque chose, sinon on essaiera de nous trouver quelque chose. Et donc voilà, quoi. Donc il y a beaucoup de travail. Ce dossier sur le MH17 va être très très long à produire parce qu'il y a beaucoup de documentation à lire, à visionner. Donc, des articles, des dossiers, des expertises, des contre-expertises, des articles de presse, des articles de blog, des vidéos, beaucoup de reportages, des documentaires sur le cas du MH17. Ça fait beaucoup de matériel à lire, à visionner, à engranger, à mémoriser, à voir quels sont les points qui se contredisent ou qui se confortent les uns les autres. Et ça, c'est un énorme travail. C'est un énorme travail. Donc, c'est vraiment très, 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 très gros. Donc, ouais, pour l'instant, j'en ai pour plusieurs mois de travail là-dessus, en plus de mon travail de journaliste. Donc, ouais, soyez un peu indulgents avec moi. Et me demandez pas l'impossible pour l'instant. Je suis vraiment concentré là-dessus. En tout cas, merci pour ton travail, hein. Pour celui que l'on constate chaque semaine sur le SITREP, hein, dans le SITREP, ce qui nous permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe en Ukraine, malgré la propagande éhontée, massive, qui nous est déversée dans les oreilles, dans les yeux, constamment en France. Constamment, hein, tous les jours, voilà. Donc voilà, je vous dis... De toute façon, je continue là-dessus et puis je continuerai à produire des articles tout en travaillant sur le dossier du MH17. Mais donc voilà, pour l'instant, ne vous inquiétez pas si vous continuez à voir que c'est toujours à un rythme un poil plus ralenti que d'habitude, c'est tout à fait normal. Voilà, voilà. À samedi prochain ou à peut-être dans 2 semaines, suivant tes vacances. Voilà. En tout cas, merci encore une fois, Christelle. Et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.